Une foule compacte et calme de manifestants qui se dispersent brusquement. A mass panic and confusion caused by whatever this was during protests in Serbia as human rights organizations accusing Serbian authorities of using an illegal sonic weapon. Je prošao taj zvuk, ja sam dobila napad panike, krenula sam da se tresem, da plačem, nisam mogla da dođem do dana. En fait, ce qui reste, c'est quelque chose de l'ordre du traumatisme. C'est l'idée que le gouvernement a utilisé sur eux quelque chose d'inconnu. Earlier in the day, this picture shows police near the parliamentary building with LRADs. À partir de 2009, les LRAD ont commencé à être déployés comme outil de répression des foules dans des manifestations aux États-Unis. Manifester en sachant qu'on prend un risque pour son intégrité physique ou son intégrité psychologique, c'est un signe extrêmement inquiétant pour le droit de manifester, le droit d'exprimer des opinions et de se retrouver dans la rue. Je m'appelle Élodie Emery et je suis journaliste. Ça fait des mois et des mois que la Serbie est secouée par une vague de manifestations complètement inédites, qui ont toujours cours d'ailleurs. Et le 15 mars dernier a eu lieu à Belgrade la plus grande manifestation qu'ait jamais connue le pays. On parle de 300 000 personnes dans les rues. Et au cours de cette manifestation-là, il s'est passé un événement improbable, mystérieux, qui a ensuite déchaîné beaucoup de suppositions et d'hypothèses. Et c'est pour enquêter sur cet événement que j'y suis allée. Alors, la Serbie est habituée à être un pays très corrompu, ce qui a des conséquences dramatiques et tout à fait matérielles en fait sur la vie des gens. Ce qui s'est passé là précisément et qui a déclenché la vague de contestation qui a encore cours en ce moment en Serbie, c'est l'écroulement en fait du toit d'une gare qui venait d'être rénovée. Le haut vent en béton de la gare s'est effondré sur les gens et il y a eu 16 morts. Et ça a provoqué une sorte de ras-le-bol, comme si c'était un peu la goutte d'eau, parce que les bâtiments qui s'écroulent en Serbie, c'est quelque chose qui est très fréquent, et c'est dû à la corruption, parce qu'en fait, les normes sont pas du tout respectées. Il y a plein de marchés noirs qui sont passés et qui font que les bâtiments sont pas fiables. Cette fois-là, ces 16 morts-là ont provoqué une vague d'émotions dans le pays, qui a déclenché ensuite un mouvement de blocage du pays et des manifestations sans précédent. Alors, le 15 mars, c'est donc la manifestation la plus grande qu'ait jamais connue la Serbie. Il y a énormément de monde dans les rues de Belgrade et ailleurs. Et sur l'artère principale, qui s'appelle l'artère Krajina-Milana, à 19h11 précisément, les manifestants sont en train d'observer de longues minutes de silence, puisqu'ils observent 1 minute de silence par victime de la gare de Novi Sad. Donc, ils sont absolument silencieux. Personne ne parle, les téléphones portables sont levés vers le ciel avec une lumière, tout le monde est très ému et donc plus que pacifique, totalement silencieux. Et à 19h11, il se passe quelque chose qu'on n'entend pas sur les vidéos. Que les manifestants qualifient parfois de bruit d'un jet qui décolle et qui foncerait droit sur eux, de voitures de course qui seraient en train de foncer droit sur eux. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un son qui a parcouru l'avenue de bout en bout et qui a séparé la foule en quelques secondes de manière complètement nette. C'est-à-dire qu'on voit sur les images, c'est hyper impressionnant, une foule entière se séparer en deux comme la mer d'Égypte en un clin d'œil, à l'occasion d'un son que nous, sur les vidéos, on n'entend pas, mais que eux ont entendu. Et quelques secondes plus tard, ils reviennent au centre de l'avenue, hagards, complètement perdus, et ils se demandent ce qui s'est passé. Alors moi, je m'y suis rendue quelques semaines plus tard. Il y avait déjà pas mal de gens qui s'étaient penchés sur le mystérieux son qui avait donc fendu la foule le 15 mars. Les hypothèses, c'est celles qui ont émergé tout de suite après. C'est celle d'une arme sonique qui aurait été utilisée sur la foule ce soir-là. Sauf que une arme sonique, on a du mal à savoir ce que c'est. Enfin, c'est encore un concept assez flou pour nous. Donc,
Moi, j'y suis allée avec cette idée qu'une arme sonique avait été utilisée. Il s'est trouvé que, à mesure des entretiens que j'ai menés, le plus étonnant en fait dans cette affaire, c'est que les plus éminents spécialistes du son des armes se sont penchés sur les vidéos du 15 mars et qu'en réalité, personne ne sait dire exactement ce qui s'est produit ce jour-là. L'hypothèse de l'arme sonique reste toujours valide, mais elle est incertaine. Il existe plusieurs types d'armes soniques. L'hypothèse qui a été évoquée assez vite à la suite du 15 mars, c'est celle d'un LRAD. Un LRAD, c'est une sorte de grosse enceinte qui diffuse du son de manière très directionnelle, très fort, et qui, d'habitude, a pour objectif de faire fuir les manifestants en émettant une sirène très stridente. Ce soir-là, c'est pas exactement ça qui s'est passé, puisqu'on n'entend pas de sirène très stridente, et c'est pas ce que les manifestants ont entendu non plus. Néanmoins, ils ont entendu un son qui a été qualifié d'avion qui décolle, de fusée qui décolle, de horde de chevaux qui leur foncent droit sur eux, de voitures de course aussi lancées à pleine allure. Je prošao taj zvuk, ja sam dobila napad panike, krenula sam da se tresem, da plačem, nisam mogla da dođem do da. Et donc, l'hypothèse de l'arme sonique a émergé assez vite. Mais ce qui était perturbant, c'est que ce qu'on sait des armes soniques aujourd'hui, et ce qui a été documenté des armes soniques, ça ressemble pas exactement à ça. Ça ressemble plutôt à une sirène qui fait que les manifestants se bouchent les oreilles et fuient. Là, sur les images de Belgrade, on voit pas les manifestants se boucher les oreilles, on les voit juste fuir, une menace qu'on ne voit pas. Dès le lendemain de l'attaque sonique, le gouvernement serbe a dit que c'était totalement impossible que ça soit une arme sonique de type LRAD, puisque c'est illégal en Serbie et que donc ils n'en ont pas. Ensuite, il y a les factures d'un achat, d'une acquisition de LRAD qui ont été produites et diffusées dans la presse et qui montrent qu'en réalité, la Serbie a fait l'acquisition de 19 LRAD et que donc ces armes existent quelque part. Et la réponse du gouvernement à la suite de ça, ça a été de dire « c'est vrai, on en a, mais ils sont dans un entrepôt, ils n'ont jamais été déballés, on s'en est jamais servi ». Et ensuite, la troisième étape, ça a été donc une opposante politique qui a produit la photo d'un LRAD monté sur un véhicule militaire posté devant le Parlement à Belgrade, avec un LRAD monté dessus. Donc, de toute évidence, ils en ont. Ils les ont montés sur au moins un véhicule, mais personne n'a su dire si vraiment ça avait été utilisé. Ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, c'est que les plus éminents spécialistes du son et des armes se sont penchés sur la question et ont regardé les images du 15 mars, et personne ne sait dire avec certitude qu'il s'agit d'une arme sonique de type LRAD. Le son comme arme, en réalité, c'est pas nouveau. Il y a des expériences qui ont été menées déjà au cours de la Seconde Guerre mondiale, notamment sous forme de leurre. Donc, par exemple, on diffuse le son d'une attaque ou d'un char ou d'un avion et on laisse penser à l'ennemi qu'il y a une attaque qui est en train d'arriver par la gauche alors qu'en fait, elle est en train d'arriver par la droite, par exemple. Il y a eu aussi des expériences menées sur des prisonniers. Donc le son utilisé comme outil de reconfiguration psychologique des gens, à diffuser des messages en boucle et en boucle jusqu'à les rendre fous. Ensuite, plus tard, l'armée américaine a utilisé le son par exemple dans des prisons comme Guantanamo, alors en diffusant des musiques très très fortes dans des cellules, nuit et jour, à un niveau totalement assourdissant, ce qui a des effets catastrophiques sur la santé en moins de 24 heures, quoi. Donc c'est pas exactement nouveau, le son comme arme. Une chanson de Britney Spears ou de Casimir peut pas être qualifiée d'arme en tant que telle, sauf que quand elle est diffusée 24 heures sur 24 à un niveau sonore
au-delà du seuil de la douleur physique, ça devient un instrument de torture. Mais donc, ce sont des outils et des techniques qui sont jamais qualifiés comme outils de torture, comme armes, comme engins de guerre, jamais. Les premières utilisations connues du LRAD, au début, c'était sur des navires pour éloigner des bateaux pirates. Ensuite, à partir de 2009, les LRAD ont commencé à être déployés comme outil de répression des foules dans des manifestations aux États-Unis. Ça a été notamment le cas au G20 de Pittsburgh, où il y a des LRAD qui ont été utilisés dans la rue, et ça a été beaucoup utilisé dans les manifestations Black Lives Matter. Et donc là, il y a des images, il y a vraiment c'est des usages qui ont été documentés, où on voit des LRAD soit montés sur des véhicules, soit portés à la main pour les plus petits d'entre eux par des agents de police qui diffusent un son de type sirène ou alarme, et on voit les gens se boucher les oreilles immédiatement, partir parce que le son est insupportable en fait. Donc effectivement, ça a pour effet de dissoudre les manifestations de manière très efficace. En France, il y a très peu d'occurrences, au point que on s'est légitimement posé la question au moment de l'enquête de savoir si la France disposait d'outils de ce type ou pas. Et on a trouvé une vidéo qui date de 2021, qui est la vidéo d'un policier avec ce qui ressemble beaucoup à un LRAD à la main. Ça se passe aux Invalides à Paris, en train de courir après des manifestants et de dissiper une foule avec ce LRAD à la main. Donc j'ai posé la question au ministère de l'Intérieur pour savoir si la France disposait d'armes soniques ou pas. Il m'a été répondu que non. Ensuite, j'ai envoyé cette vidéo pour demander des explications du coup sur ce que c'était que cet objet qu'on voit dans cette vidéo, et on m'a répondu qu'il s'agissait d'un mégaphone destiné à émettre des messages et qui aussi peut être utilisé pour diffuser une sirène stridente, ce qui est point par point la définition d'un LRAD. Alors, donc ce son, nous, sur les vidéos qui ont été captées en majorité par des smartphones, on l'entend pas. Mais il y avait tellement de monde sur cette avenue ce soir-là, sans doute 10 000 personnes, qu'en réalité, il y a énormément de gens qui ont témoigné et qui ont raconté les effets que ce son a produit sur eux. Et il y a 3500 témoignages qui ont été compilés par plusieurs ONG qui ont travaillé ensemble et qui ont recueilli, en fait, la parole de ces gens. 3500 personnes qui ont décrit ce qu'elles avaient entendu, et deux, ce qu'elles avaient ressenti physiquement. Et donc les effets physiques, c'est pour ceux qui étaient les plus proches de la source, cette source que personne n'a vue, ce sont des acouphènes très forts, des migraines, des sensations d'oppression dans la cage thoracique, et des vertiges. It's an illegal weapon, and people are now they are gravely injured in the sense of they have been sick for days. They have burns on their face. Et donc sur tous ces gens, il y en a beaucoup qui sont allés consulter dans les heures qui suivent parce qu'ils étaient inquiets en fait de ces symptômes. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu énormément de mal à trouver des médecins qui étaient d'accord pour me raconter ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient vu en consultation dans les jours suivant la manifestation, parce qu'en fait, il y a une énorme pression en Serbie sur toutes les institutions publiques, et j'ai très vite compris qu'en réalité, les médecins et les hôpitaux avaient aucun intérêt à parler de ce que les autorités serbes ont affirmé qui était un mensonge absolu. La vojska Srbije nije koristila zvučetop, niti neko drugo sredstvo istih ili sličnih karakteristika. Donc il y a quand même une consigne qui est soit explicite, soit intériorisée de la part du personnel médical, mais c'était vraiment difficile de trouver des gens qui acceptaient de raconter des consultations. J'ai quand même fini par trouver un médecin à la retraite, qui venait de prendre sa retraite et qui m'a raconté, lui, les consultations qu'il avait vues juste après le 15 mars. Et donc, il m'a décrit des acouphènes comme des traumatismes auditifs
collectif, de la même façon que qui reçoit des gens qui ont été trop près d'un pétard, par exemple. Dans la plupart des cas, dans les semaines qui ont suivi, ces symptômes se sont dissipés. En revanche, ce qui s'est pas du tout dissipé, c'est la peur que ça a inspiré aux manifestants. En fait, les conséquences, au-delà des conséquences physiques qui étaient réelles, il y a eu des conséquences psychologiques qui sont probablement irréversibles pour le coup. Moi, j'ai rencontré une famille entière qui était là le 15 mars et ils ont tous entendu ce son, ils sont tous allés consulter juste après la manifestation. Et en fait, ce qui reste, c'est quelque chose de l'ordre du traumatisme. C'est l'idée que le gouvernement a utilisé sur eux quelque chose d'inconnu, que manifestement il y a un mensonge derrière sur le fait que, parce que le gouvernement serbe a beaucoup raconté que c'était une mise en scène et que tout ça était une supercherie organisée par les manifestants eux-mêmes. Donc en plus, il y a eu un déni total sur le vécu des victimes. Et l'autre conséquence, c'est la peur, en réalité, de retourner manifester, parce que tout est possible. C'est pas exactement pareil de se rendre dans une manifestation en se disant qu'on va rendre hommage à des victimes de manière pacifique et silencieuse, et de savoir qu'il peut se passer quelque chose de l'ordre du son absolument terrorisant. Ça donne l'idée que tout est possible, en fait. C'est comme se rendre à une manifestation en sachant qu'on peut y perdre une main ou un œil. Ça fait hésiter. Il y a un exemple en particulier, moi, qui m'a frappée, c'est que j'ai rencontré une femme quinquagénaire, vraiment rompue à l'exercice de la manifestation. Elle en a énormément fait. Elle a participé à l'énorme manifestation qui a conduit à la chute de Slobodan Milosevic, par exemple. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude des manifestations. Et elle me dit que encore aujourd'hui, quand elle repense au son, elle a des palpitations, qu'elle se met à avoir les mains qui tremblent et que ça la réveille la nuit parfois. Donc c'est l'expérience la plus traumatisante qu'elle a vécue de sa vie et la plus terrorisante qu'elle a vécue de sa vie. Donc c'est quand même des conséquences sur le long cours qui ont effectivement un impact direct sur la liberté de manifester, parce qu'il y a une hésitation très légitime à aller se mettre dans une situation où on peut être exposé à des dangers inconnus et qui ensuite seront niés par l'autorité. Ça vient s'ajouter à tout un arsenal d'armes qui sont dites non létales, mais qui sont en réalité assez peu documentées et auxquelles on pourrait opposer un principe de précaution de bon sens, en fait. Donc, on est en 2025 et on n'arrive pas à faire le jour sur ce qui s'est passé dans une manifestation pacifique. C'est hyper inquiétant, en réalité. En termes de droits civiques, c'est vraiment inquiétant parce que ça veut dire qu'on peut utiliser quelque chose sur une foule de manifestants, on peut le nier, ce qui est extrêmement déroutant pour les gens qui ont été victimes de ce son et qui ne sont pas folles. Il peut pas y avoir des milliers de témoignages de gens qui racontent quelque chose qui serait de l'ordre parce que ça a été beaucoup dit, du fantasme, de la peur collective qui se propage et qui se diffuserait dans une foule. Là, c'est pas ça qui s'est produit. Cette foule, elle a été séparée en deux par un son qui a existé, mais dont personne ne sait ce qui l'a provoqué. Évidemment, de voir qu'il peut se passer quelque chose de cet ordre, de cette ampleur dans une manifestation en Serbie, ça fait écho aux blessures graves et irréversibles qu'il y a eu, par exemple, pendant les manifestations des Gilets jaunes. Manifester en sachant qu'on prend un risque pour son intégrité physique ou son intégrité psychologique, parce que dans le cas de la Serbie, les gens ont un traumatisme qui irréversible et qui peut-être les empêchera de retourner manifester. Il est évident que c'est un signe extrêmement inquiétant pour le droit de manifester, le droit d'exprimer des opinions et de se retrouver dans la rue. Continuer à exercer ce droit à manifester en étant surplombé par un tel risque, ça devient carrément héroïque.